Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour la semaine de la confiance en soi avec une édition spéciale bien-être. J'espère que depuis le début, vous avez appris énormément et que vous avez apprécié autant que nous avons plaisir à vous partager tout ce contenu, vous permettre de découvrir des nouveaux experts qui vont vous aider à aller toujours mieux dans votre vie, à gagner en confiance en vous. Et aujourd'hui, donc, j'accueille un nouvel expert, Docteur Leroy Stéphane. Bonjour, docteur. Bonjour Dialine, je suis ravi d'être avec vous pour ce sommet. Merci de m'accorder cette interview pour la semaine de la confiance spéciale bien-être. J'ai tenu à vous interviewer car vous êtes docteur en chirurgie dentaire, naturothérapeute et enseignant. Vous êtes diplômé de la faculté de Paris et formé à la faculté de médecine, santé et biologie humaine. Et aujourd'hui, vous allez livrer des nouvelles clés pour se sentir mieux grâce à une méthode que vous avez mis au point. Et cette méthode s'appelle la cohérence cérébro-cardio-intestinale et vous allez vite nous en dire plus pour qu'on puisse se rendre compte à quel point ça peut nous permettre d'améliorer notre bien-être. Merci à vous et tout de suite, je vous propose de vous présenter avec vos propres mots. Dites-nous un peu, quel est votre parcours? Alors, avec mes propres mots, je dirais que mon parcours est un peu, je dirais, bifide, c'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui ont eu, non pas un parcours, mais on va dire deux voies, et qui a priori étaient des voies qui avaient tendance à se heurter, puisque depuis tout petit, je pense que je suis né avec ça, j'avais ce côté toujours un petit peu mystique dans l'esprit, et puis de l'autre côté, une attirance irrésistible vers la science. Donc évidemment, ça fait pas très très bon. Il n'y a pas un contact forcément très évident entre les deux, mais ma vie était comme ça, donc assez inconfortable, on peut le dire d'ailleurs, mais évidemment très riche parce que je n'ai jamais lâché une voie pour une autre. Donc en fait, on va choisir un raccourci, parce que je ne vais pas vous parler toute ma vie, de tout mon parcours, mais je vais vous parler d'une partie de mon parcours qui est apparue vers entre 35 et 40 ans, alors que je pratiquais donc comme chirurgien dentiste, comme naturothérapeute. Je m'étais aperçu d'une chose, c'est que en fait, lorsque dans certains états d'esprit qui venaient spontanément, je m'apercevais que mes patients avaient tendance à guérir plus rapidement ou spontanément. C'est-à-dire au-delà de la technique, de mon savoir, de mes compétences, il se passait quelque chose. Et donc, ça m'a vraiment intrigué pendant des semaines, des mois. Et en fait, je me suis aperçu que c'était un état d'esprit qui me rappelait un peu certains esprits que j'avais quand j'étais enfant, où j'étais beaucoup plus libre, où j'avais beaucoup moins d'inférence de l'éducation. Et un jour, j'ai décidé donc d'aller à cette rencontre et de faire tout ce qu'il fallait pour essayer de trouver des réponses dans tous les domaines possibles, c'est-à-dire dans les domaines scientifiques et puis dans les domaines moins scientifiques, de l'expérimentation personnelle. Ce qui m'a valu un jour de partir, de faire mes petits bagages, de laisser femme et enfants pendant un certain temps et de partir, et là on est dans les années 90, et de partir en Amazonie pour étudier un petit peu justement ces façons de voir différentes, de soigner différentes, et puis surtout d'expérimenter par moi-même, on va dire une pratique, une autopratique, et découvrir un petit peu et trouver les réponses que j'attendais, quoi. Alors évidemment, j'ai eu des réponses, j'en ai même eu beaucoup plus que ce que je pensais, à travers des expériences, on va dire, plutôt de type transpersonnel, mais à travers surtout une expérience du corps, c'est-à-dire que ce corps que nous avons là, c'est le point de sortie, le point d'entrée de toutes nos expériences. Tant que nous sommes vivants, on va dire c'est notre camp de base quelque part. Et à partir de ce camp de base, on peut faire des choses extraordinaires. C'est ce que j'ai appris en Amazonie. Et puis ensuite, un peu plus tard, en suivant toujours des enseignements, notamment l'enseignement d'un maître bouddhiste, l'enseignement d'un maître orthodoxe, donc une voie totalement différente. Et puis les années suivantes, eh bien, j'ai cherché à valider tout ça au niveau scientifique. Donc j'ai travaillé beaucoup la physiologie. J'ai travaillé également certains aspects des neurosciences, donc je me suis tenu au courant un petit peu des dernières études sur les neurosciences. Je me suis intéressé à la biologie, à la biophysique, et puis également à quelque chose qui m'avait appelé depuis que j'étais assez jeune d'ailleurs, qui est la fameuse physique quantique.
Et donc, je me suis orienté vers une physique de la conscience, on va dire, telle qu'elle se développe d'ailleurs actuellement. Et donc, tout ça fait que j'ai expérimenté et j'ai pu expérimenter, mettre des protocoles au point auprès de mes patients, auprès de mes étudiants. En fait, j'aurais demandé d'être gentiment mes cobayes. Et en même temps que je voyais un petit peu ce qui se passait en moi, donc j'ai pu créer des protocoles. Et ces protocoles se sont affinés jusqu'au jour où il y a eu ce fameux déclic, ce fameux eureka, là, eureka, et où tout d'un coup quelque chose s'est éclairci. Et ça s'est éclairci tout simplement parce que ce sont trois types de connaissances, trois types d'approches. On va dire l'approche transpersonnelle que j'avais eue auprès de certains maîtres, auprès de chamans, de choses comme ça. Une approche scientifique avec la découverte, par exemple, du cerveau intestinal, la découverte du petit cerveau du cœur, la découverte d'un certain nombre de choses au niveau du cerveau lui-même. Et puis, un troisième élément qui était en fait le déclencheur, c'est que je me suis intéressé au taoïsme. Voilà. Et un jour, je regarde sur le taoïsme primitif, c'est-à-dire d'avant l'existence même de l'acupuncture, je me suis aperçu que tout d'un coup, ils parlaient de trois centres qu'ils appelaient les champs de cinabre, ou les Sanbao. Et ces trois champs de cinabre, ils étaient au niveau de la tête, au centre de la poitrine et entre, on va dire, l'ombilic et le pubis. Et tout d'un coup, j'ai lu ce qu'on disait un petit peu sur ces champs de cinabre, et je me suis aperçu que ces gens-là n'utilisaient pas en tant que thérapeutique, mais en tant que présence, c'est-à-dire en tant qu'intelligence, comme système d'intelligence auquel ils se connectaient. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et un jour, j'ai eu ce fameux insight, comme ça arrive, des gens qui cherchent et qui sont désespérés de ne pas trouver la cohérence. Et tout d'un coup, cette cohérence est arrivée, mais on va dire brusquement, en l'espace de quelques secondes, un petit peu, si vous voulez, comme vous avez trois informations ou trois schémas sur des papiers calques, et tout d'un coup, il y a un coup de vent, vous savez, et ces trois feuilles se mettent face à face, et tout d'un coup, vous avez quelque chose en 3D, et vous dites, bon sang, mais c'est bien sûr, quoi. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'est apparu non seulement donc la cohérence cérébro-cardio-intestinale, mais également, par la suite, ma méthode de phare, on va dire, qui est Numen Process. Voilà, et qui, elle, repose également sur un certain nombre d'enseignements sur le plan cognitif et sur le plan de la physique quantique. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Merci de nous partager tout ce parcours justement et cette expérience. Et du coup, puisque vous avez pu établir de tout ça une méthode, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste? Alors, en fait, c'est une méthode qui est extrêmement simple. D'ailleurs, on pourrait même c'est même pas une méthode, en fait, dire c'est quelque chose de naturel. Simplement, la méthodologie nous permet de revenir dans ce naturel. En fait, elle repose donc effectivement sur la connaissance de trois centres, qui sont, on va dire, le centre cérébral, le centre cardiaque et le centre intestinal. Mais ces trois centres, en fait, on s'aperçoit que ce sont des centres neuronaux, c'est-à-dire où il y a des neurones. Alors, au niveau de la tête, on le savait, au niveau du cerveau, avec ses différentes aires, on sait aujourd'hui que ce cerveau, il est doué de plasticité. On sait que si on travaille certaines parties du cerveau, les neurones vont se multiplier et cette zone du cerveau va être plus épaisse. Donc, on sait que ce cerveau, il va gérer des informations selon que l'on s'adresse au préfrontal ou à notre centre limbique des émotions. Et on sait également que ce centre limbique, le plus souvent, il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus en contact avec notre corps, ce qui fait que ça nous pousse à des automatismes de réaction qui parfois ne correspondent pas du tout à notre véritable âme, à notre véritable esprit, notre véritable pensée. Mais ce sont des réactions rapides parce que nous allons réagir face à un événement qui peut être un événement tout à fait, on va dire, abstrait, comme s'il s'agissait d'un danger physique. D'accord ? Et comme le limbique est très rapide, notre préfrontal, qui lui, on va dire, grosso modo, est notre dernière zone en fait à être apparue, à s'être développée et qui est vraiment la zone de notre humanité, de la réflexion, de l'intuition, il n'a pas le temps de réagir. Donc, il envoie un schéma de stress à l'organisme en disant il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour très schématiquement ce fonctionnement cérébral par rapport au stress, mais également on a ce centre
intestinal, hein, ce système nerveux entérique qui a été découvert il y a quelques années, que moi j'ai découvert fortuitement avant même qu'on en parle au fin fond de l'Amazonie. À l'époque, je ne savais pas quoi en faire. Je me disais, mais comment le cerveau, le cœur et les intestins peuvent être en relation? Et donc je prenais ça sur un plan métaphorique. Il m'a fallu du temps pour découvrir. Et grâce à des chercheurs qui nous ont fait découvrir, comme Gershon, qui nous a fait découvrir ce fameux cerveau intestinal. Mais il faut savoir que ce cerveau intestinal, ce deuxième centre neuronal, qui comprend des milliers de neurones répartis sur notre intestin, eh bien, a été connu intuitivement d'une femme extraordinaire qui s'appelait Gerda Boyesen, et qui, dans les années 60, s'était rendu compte que les intestins étaient capables d'éliminer des surcharges émotives inconscientes de façon naturelle, simplement en activant avec les mains, en activant d'une certaine façon. Il y avait ce qu'on appelait un psychopéristaltisme, c'est-à-dire qu'un mouvement de l'intestin qu'on pouvait entendre avec les glouglous et des choses comme ça, et qui en fait permettait d'évacuer des problèmes émotifs qui n'avaient pas lieu de passer par la conscience, parce que c'était des choses qui bloquaient, mais qui n'étaient pas nécessairement importantes. Et les choses importantes, se voyageaient jusqu'au cerveau de façon à ce qu'on en ait de la conscience, quoi. Donc ça, c'était dans les années 60. Aujourd'hui, maintenant, on sait que l'on a un cerveau intestinal, entre guillemets, et que ce cerveau envoie beaucoup plus d'informations, ce cerveau intestinal envoie beaucoup plus d'informations à notre cerveau central que l'inverse. C'est-à-dire que lui, il gère un tas de choses. Il gère notre immunité, notre digestion, nos émotions. Et tout ça, en fait, va être un lieu d'intelligence. C'est l'intelligence du vivant qui va remonter l'information au cerveau de façon à ce que le cerveau soit à même de prendre un certain nombre de décisions, automatiques ou non, de façon à rééquilibrer cette information. Et puis, le troisième centre neuronal, lui, est beaucoup plus petit. Mais c'est pas pour ça que c'est pas le moins important, c'est même on va dire carrément le plus important dans la gestion de l'information. C'est un petit centre neuronal qu'on appelle le petit cerveau du cœur et qui comprend à peu près, on va dire grosso modo 40 000 neurones, mais qui sont situés, on va dire, sur, je sais pas si on me voit bien, ici, sur l'oreillette droite du cœur. Et donc, ça correspond plus à la zone centrale, on va dire, de la poitrine. Et donc, ce petit cerveau du cœur, lui, il est extraordinaire parce que il communique avec les deux autres centres. Et on sait que ce cœur, en fonction de l'information, va irradier un champ électromagnétique. Et là, on parle à un autre niveau, un champ électromagnétique dont on ne connaît pas encore toutes les fonctions, mais on s'est aperçu que ce champ électromagnétique pouvait, on va dire, prendre une ampleur qui va jusqu'à 2 ou 3 mètres, c'est-à-dire non seulement inclure tout notre corps et notre champ cérébral, mais également aller jusqu'à englober une personne qui nous est relativement proche. En fait, bien, on a affaire là à 3 types d'intelligence. La première intelligence, la classique, on va dire, c'est l'intelligence du cerveau, du mental, avec ses automatismes d'un côté, mais ses grandes capacités à raisonner, à faire des choix, à se voir, à être conscient de lui-même, et à être conscient de son corps. Et puis, une intelligence, on va dire, intestinale, cette intelligence, en fait, qui est une intelligence de la vie, du vivant, on va dire cette intelligence qui est liée à la libido, au plaisir, à l'utile pour le corps, cette notion également de c'est moi et ce n'est pas moi grâce au système immunitaire. Vous voyez. Donc ça, c'est une deuxième intelligence. C'est une intelligence, on a l'impression qu'elle ne nous appartient pas parce que souvent elle est automatique, mais en fait elle fait partie de nous-mêmes également. Si on veut parler de conscience simplement, de conscience du cerveau, aujourd'hui, pratiquement tous les chercheurs sont en train de s'orienter vers une conscience qui est en dehors du cerveau, notamment la mémoire, mais également une conscience, on va dire, entre guillemets supérieure, mais différente, qui ne serait ni localisée dans l'espace ni dans le temps. Donc là, on revient à quelque chose, en fait, cette intelligence de la vie nous appartient également. Et puis, on a cette troisième intelligence, cette intelligence du cerveau, qui en fait, eh bien, c'est cette intelligence en fait centrale. On pourrait croire que notre intelligence centrale se situe dans la tête, mais non, en fait, on s'aperçoit maintenant qu'elle se situe au niveau du cœur. Et en fait, toutes ces expressions que l'on connaissait avant, avoir du cœur, il a un cœur en or, mettre du cœur à l'ouvrage, tout ça, on prenait ça un peu sur un plan métaphorique. Aujourd'hui, on est, je dirais, contraint presque de voir qu'il ne s'agit pas que d'une métaphore, mais qu'il s'agit d'une réalité
biophysique, spirituel et physiologique. Donc, ce cœur, lui, va rassembler, on va dire, toutes les informations. Et toutes ces informations vont être redistribuées de façon à avoir une connexion, on va dire, d'informations entre ces trois centres qui soit harmonieuse, c'est-à-dire cohérente. Et la cohérence, ça veut dire quoi? Ça veut dire une relation d'information harmonieuse dirigée vers un propos qui est notre bien-être physique intérieur, notre bien-être mental, notre bien-être spirituel, notre bien-être dans l'environnement avec lequel nous allons avoir des interactions et des adaptations à faire. Voilà donc un petit peu, si vous voulez, le concept. Alors, il nous manque encore, on va dire, un lien. Comment ça fonctionne au niveau physiologique? Eh bien, c'est bien simple. En fait, il y a un nerf crânien qui s'appelle le nerf, le numéro 10, le pneumogastrique, qu'on connaît plus fréquemment sous le nom du nerf vague. Eh bien, ce nerf vague communique, entre autres, avec ces trois centres. C'est-à-dire que ce nerf vague va permettre de donner des informations, de recevoir des informations. Et il faut savoir que ce nerf vague, c'est un nerf très important puisqu'il rentre dans on va dire, l'activité fondamentale du système nerveux végétatif. Le système nerveux végétatif, c'est un petit peu ce système autonome qui va être un peu le frein ou l'accélérateur. C'est-à-dire que là, on est en activité, on a besoin d'être vigilant et d'être actif ou de se défendre. Et bien, on va avoir un système orthosympathique d'accélération qui va qui va nous déplacer dans une situation hormonale, une situation consciente, hormonale et nerveuse, qui va permettre de réagir à un événement. Et puis, de l'autre côté, c'est le frein. Lorsqu'on est trop stressé ou lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas ou on va trop vite, et bien là, il y en a le frein. Et là, c'est le nerf vague. On va avoir le côté parasympathique, c'est-à-dire je me relaxe. Mais relaxer ne veut pas dire être tout d'un coup se laisser tomber et puis avoir d'activité. Ça veut dire être dans une relaxation, on va dire bienveillante, mais en même temps vigilante. C'est cette qualité de paix bienveillante. Eh bien, ce nerf-là, il va être communiqué entre ces trois centres. Voilà, c'est un petit peu, si vous voulez, le côté physiologique. Et en fait, cette méthode consiste tout simplement à utiliser ce centre avec un protocole particulier, mais qui est très très simple, de façon à ouvrir, on va dire, ces canaux entre ces trois centres, et de façon à retrouver un bien-être intérieur et on va dire une gestion optimale de notre vie, aussi bien biologique, physiologique que sociale. Voilà un petit peu l'idée. Parfait, merci beaucoup. C'est vrai que c'est une méthode qu'on connaît pas forcément et j'ai entendu des éléments de réponse pour la question que je voulais vous poser. Mais si vous avez envie de rajouter quelque chose pour pouvoir nous expliquer en quoi est-ce que cette méthode permet d'apporter plus de bien-être au quotidien. Oh oui, alors là, on pourrait dire beaucoup de choses. On pourrait dire beaucoup de choses. Tout d'abord, vous parlez de bien-être en fait, mais tout d'abord, il faudrait définir qu'est-ce qu'on entend par le bien-être. Je vais vous dire ce que moi j'entends par le bien-être. En fait, le bien-être a trois composantes chez l'être humain, je pense. C'est le bien-être physique, le bien-être de l'esprit. Alors, quand j'en dis esprit, c'est esprit au sens large. Et puis, le bien-être matériel. Et souvent, on oublie ce côté-là. On pense que si on est bien en soi, le bien-être matériel n'a pas d'importance. En fait, ce bien-être matériel, c'est un petit peu le reflet un petit peu de ce qui est aussi à l'intérieur. Donc, ce bien-être matériel est important. Il est important d'être confortable dans la vie. Il est important d'avoir un toit, d'avoir de quoi se vêtir, d'avoir de quoi manger. D'accord ? Et ça, c'est ce bien-être matériel. Eh bien, dans ces trois types de bien-être, si vous voulez, la cohérence cérébro-cardio-intestinale va avoir une action, on va dire, qui est évidente. Alors, comment ça agit un petit peu ? Ben, c'est simple. Tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a, on va dire, trois grandes intelligences qui vont se mettre en marche. C'est l'intuition. Donc, cette intuition, c'est-à-dire qu'en fait, cette intuition, avec cette méthode, vous allez avoir plus facilement accès à votre préfrontal. Et ce préfrontal, lui, est capable, même s'il est plus lent, d'analyser énormément d'informations, on va dire, à tous les niveaux. C'est un petit peu comme un ordinateur et il va vous sortir la meilleure réponse, la plus optimale par rapport à votre problème ou à votre question. Et ça apparaît souvent sous forme d'intuition. Donc,
la cohérence cérébro-cardio-intestinale, elle va vous donner beaucoup plus d'intuition. Ensuite, elle va vous relier à l'instinct. C'est un instinct qu'on a dans les tripes également, hein, et qui nous permet de sentir si les choses sont bonnes pour nous ou elles ne sont pas bonnes pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, vous utilisez la cohérence cérébro-cardio-intestinale, eh bien, avec cette méthode, vous allez pouvoir sentir, ressentir, par exemple, dans l'alimentation, ce qui va être bon pour vous à un moment donné, ou ce qui va être mauvais pour vous à un moment donné. Donc, vous voyez, là, on arrive à des choses très palpables, très, très concrètes. Et puis, le troisième point, c'est le troisième type d'intelligence, et que moi, j'utilise le plus souvent pour écrire, pour faire mes cours et tout ça, eh bien, c'est l'inspiration. Alors, on pense que l'inspiration, c'est quelque chose qui arrive comme ça. Alors, finalement, ça arrive comme ça, mais on peut ouvrir la porte à l'inspiration. C'est tant qu'on est fermé, alors des fois, il y a un coup de vent, ça s'ouvre et pouf, on a quelque chose, une espèce d'insight qui arrive comme ça, comme disent les Anglais. Mais il y a moyen d'ouvrir cette porte de façon à laisser ce flux, cette inspiration, on va dire, quelque part, une espèce de grâce comme ça qui vous touche et vous dites, ça, c'est lié à mon travail, mais c'est plus que mon travail. C'est quelque chose, c'est un cadeau quoi qui arrive. Eh bien, on a accès à ce type d'expérience à travers la cohérence cérébro-cardio-intestinale. Alors, comment ça marche? Eh bien, ça marche sur le plan, on va dire, de la physiologie, comme on l'a vu, hein, mais ça marche également sur le plan de la biologie, c'est-à-dire qu'en quelques secondes de pratique, vous allez avoir un effet, et notamment un effet qu'on appelle un effet épigénétique. Alors, l'effet épigénétique, j'ai donné il y a quelque temps des cours sur l'épigénétique et j'expliquais en fait l'épigénétique, c'est simple, c'est l'influence de tout l'environnement, qu'il soit extérieur ou intérieur, sur l'activité ou la non-activité de certains gènes. C'est-à-dire qu'avec la cohérence cérébro-cardio-intestinale, vous allez activer certains gènes et désactiver d'autres gènes. Les gènes que vous allez activer, ce sont des gènes qui vont favoriser, par exemple, la production de certaines hormones, comme la sérotonine, une hormone du bien-être, hein, et diminuer, on va dire, la production d'autres hormones, par exemple, comme le cortisol, hein, qu'on appelle en règle générale l'hormone du stress, mais qui est, on va dire, l'hormone de la dynamique, hein, et qui est surproduite dans les états de stress chronique. Eh bien, avec la cohérence cérébro-cardio-intestinale, on peut avoir ces phénomènes épigénétiques hein, qui se mettent en place, mais en quelques secondes, hein, puisque ces phénomènes peuvent être très, très, très rapides. Et puis, en fait, ensuite, il y a un autre facteur, on va dire, qui est plus biophysique. Et là, à travers la cohérence cérébro-cardio-intestinale, il se passe quelque chose au niveau du cœur qui est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a un champ d'information qui va s'étendre et qui fait qu'en fait, vous êtes en harmonie avec votre environnement. Et qui dit en harmonie avec votre environnement, c'est-à-dire un feedback, c'est-à-dire que vous êtes plus ouvert et plus réceptif à des informations qui vont être intéressantes pour vous, hein, qu'elles soient pratiques, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient physiques. Donc, vous allez établir une connexion avec votre environnement, qu'il soit humain, animal ou simplement événementiel, avec des événements. Donc là, vous allez être beaucoup plus réceptif. Donc, vous voyez, ça touche des choses qui sont très concrètes, c'est-à-dire que vous pouvez également supprimer des douleurs physiques, comme avoir des choses beaucoup plus abstraites, c'est-à-dire la découverte de soi, hein, c'est connais-toi toi-même. Il y a un travers de cette méthode, qui est une méthode, on va dire, très très simple, mais qui demande de la pratique, une pratique quotidienne, hein, eh bien vous allez avoir, on va dire, quelque chose qui va se remettre en route. Mais cette chose qui se met en route, c'est quelque chose de naturel, hein, qu'on a un petit peu occulté, sur lequel on a mis un peu une chape, hein, à cause de nos automatismes, de nos croyances, de toutes les inférences à partir de notre naissance, de notre tempérament qu'on nous a inculqué, de notre caractère qu'on nous a inculqué. Donc c'est simplement retrouver cette liberté d'action, cette liberté d'être. Voilà un petit peu, si vous voulez, comment ça nous apporte ce bienfait et ce bien-être. Voilà. Et évidemment, pour des questions de confiance, c'est fondamental. On en reparlera peut-être de cette histoire de confiance, mais traiter la confiance avec la cohérence cérébro-cardio-intestinale. Alors, excusez-moi, je bafouille un peu parce que d'habitude, j'appelle la C3I. Hein, C3I de cohérence et 3I, voilà. Donc, on va dire C3I, voilà.
hein, ça ira plus vite. Eh bien, avec cette méthode, en fait, eh bien, on obtient tous ces résultats. Pas forcément du premier coup comme ça, mais le premier résultat, c'est qu'on obtient trois choses fondamentales qui sont la paix intérieure. Alors, c'est pas une paix comme ça, passive, c'est une paix active. Cette paix intérieure qui est fondamentale pour notre organisme. Et puis, également, on va retrouver on va dire un esprit de transcendance. Ce n'est pas quelque chose non plus d'extraordinaire. La transcendance, c'est ce besoin que l'on a de nous découvrir, d'aller au-delà, d'aller dans le monde dans lequel on vit, et d'évoluer avec ce monde de façon à nous redécouvrir, et être dans une activité, on va dire, optimale, c'est-à-dire de bien-être et d'accomplissement et d'épanouissement. Voilà un petit peu ce que ça veut dire, c'est ce besoin de transcendance. Voilà. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, comment fonctionne cette méthode. En fait, ça nous remet simplement sur des choses qui sont en nous. Quand on parle de bien-être, il n'y a rien à faire. Là, on parle évidemment comment peut-on retrouver le bien-être ou comment peut-on apporter du bien-être. En fait, on ne peut pas apporter du bien-être. On peut simplement retirer le mal-être. D'accord, puisque le bien-être, il est déjà là, en fait, quelque part. Il nous a pas quittés. Notre organisme, notre corps, il est toujours coopératif. Il est prêt à être en bonne santé, il est prêt à nous aider à évoluer. On est vraiment en compénétration. Simplement, il y a on va dire, notre champ mental tel qu'il s'est construit avec notre environnement et a créé des réalités qui sont chacune différente suivant les personnes, et bien cette réalité, elle, va nous enfermer dans une vision du monde, une vision de qui je suis, et une façon dont on doit réagir. Donc c'est on va dire un champ mental restreint. À partir du moment où on arrive à sortir de ce champ mental, pas le détruire, parce qu'on ne pourra pas le détruire, mais simplement à ouvrir les portes et en sortir, et bien là on est dans une compénétration totale avec le monde, avec son corps et donc avec toutes ses capacités. Voilà un petit peu pour vous expliquer comment ça fonctionne. Merci beaucoup de toutes ces informations et de toutes ces précisions. Effectivement, dans une prochaine question, je pense que vous aurez l'occasion de revenir sur le gain en confiance en soi. Et tout de suite, il me venait une question. Je me demandais, est-ce que votre méthode fonctionne pour tous ou bien est-ce qu'il y a des profils pour lesquels cette méthode n'est pas forcément appropriée? Eh bien, on va dire que j'ai peut-être même déjà répondu à cette question, puisque c'est en fait un processus naturel. Donc, évidemment, elle est bonne pour tout le monde, ça c'est évident. Et tout le monde y a accès. Et même que vous soyez enfant ou vieillard, vous y avez accès, on va dire, en l'instant. C'est vraiment une méthode qui est extrêmement simple. C'est simplement à donner cet élan, ce petit élan nécessaire pour ouvrir ensuite, avoir des phénomènes qui sont naturels, mais je veux dire, l'élan est tellement minime par rapport à ce qu'on va recevoir que c'est d'une facilité déconcertante. Alors, s'il y avait vraiment, on va dire, une contre-indication, il n'y a pas de contre-indication, mais si vraiment il y a un cas de figure où ça ne fonctionnerait pas, ce serait peut-être éventuellement pour les sociopathes, quoi, puisqu'on sait que ces gens-là sont des gens malades, au sens de la maladie, quoi. Donc, ce sont des gens qui ont un problème au niveau cérébral, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette capacité de connexion avec l'empathie. Donc là, très difficile. Mais encore, il faudrait faire des études, il faudrait essayer d'expérimenter la C3I avec ces gens-là. J'en ai pas du tout d'expérience, mais voilà, ça peut être effectivement le cas de figure où ça ne fonctionne pas. D'accord, très bien. Bon ben, du coup là, on va rentrer dans le concret avec un exemple. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'exemple d'une personne que vous avez accompagnée, aidée à se diriger vers plus de bien-être grâce à la cohérence cérébro-cardio-intestinale et quels ont été les effets positifs sur sa confiance? Alors oui, j'en sélectionnerai une et je pourrais, si j'ai un petit peu de temps, je vous donnerai deux cas particuliers. Le premier, donc je l'ai expérimenté à l'université auprès donc d'une de mes étudiantes qui était pharmacienne. Et justement, elle me demandait si l'utilisation d'AC3I pouvait l'aider dans un problème qu'elle avait, un problème de couple. Donc un problème relationnel, on va dire un nœud, un nœud informationnel qui est comme il peut y en avoir dans les
couples, quoi. Et en fait, tout simplement, cette personne, on va dire, était dans une certaine évolution, elle était pharmacienne, dans une certaine évolution à la fois professionnelle et personnelle. Son conjoint était également dans une évolution professionnelle. Et donc, parfois, il y a des divergences ou des choses qui cadrent mal, puisque chacun a besoin d'aller de l'avant. Et parfois, eh bien, on n'est pas vraiment tout attentif à l'autre. Et chacun a besoin d'aller. Et à un moment donné, on se choque. Hein, on se choque. Et voilà, elle en était à ce niveau-là, donc avec un état, on va dire, conflictuel dont elle n'arrivait pas à se sortir, quoi. Et bien sûr, on sait tous que quand on rentre dans cet état conflictuel, d'abord, on n'est plus nous-mêmes, puisqu'on rentre totalement dans les automatismes. Et l'automatisme de la subconscience, c'est d'aller chercher automatiquement les armes les plus rapides et les plus efficaces, hein, donc c'est-à-dire la faiblesse des uns et des autres. Et donc là, on n'est plus du tout, on va dire, dans cette présence bienveillante, mais là, on est en guerre, en quelque sorte. Et donc là, on ne s'en sort pas, quoi. Et donc, elle a utilisé dans l'enseignement, hein, de la C3I, elle a utilisé donc la C3I d'abord avant d'en parler, enfin de se mettre en contact avec son mari, d'en discuter, d'essayer de trouver un accord. Elle a travaillé la C3I par rapport à ce que elle ressentait dans ce problème de couple. Pratiquer la C3I juste avant de discuter avec son mari un soir, on fait un point, allez, on essaye de passer. Et puis, donc, elle m'a raconté un petit peu ce qui s'était passé après. Et en fait, elle s'est aperçue que dès l'instant où elle avait pratiqué le C3I et qu'elle était restée sur le centre cardiaque tel qu'on apprend à le faire, eh bien, il était impossible pour elle de se diriger vers une forme d'animosité. Il était impossible pour elle de tricher. Et elle avait intuitivement les bons mots, des mots qui ne vont pas être on va dire malveillants ou blessants, simplement pour exprimer son propre ressenti et être à l'écoute de l'autre. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que c'est la première fois dont on m'en avait parlé, c'est qu'elle avait cette sensation à l'instant où elle avait pratiqué la C3I qu'en fait, son conjoint avait reçu cette information de façon X ou Y, hein, à travers une information, on va dire, non matérielle, parce que son comportement de lui-même avait changé. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus paisible, moins agressif, et c'est comme si c'était calqué un petit peu, hein, on va dire, sur l'axe cérébro-cardio-intestinal, un petit peu comme ces pendules, vous savez, ces pendules à balancier, hein, lorsqu'on les met et qui ne sont pas en cohérence, il y a une syntonisation qui fait qu'au bout d'un moment, ces deux pendules vont ensemble. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'elle avait vécu et qui lui a permis de dénoudre en fait ce nœud et de trouver des solutions, on va dire d'entente et qui respectait les besoins de chacun, quoi. Voilà. Alors après, je ne sais pas ce qui est devenu le couple, mais en tous les cas, au niveau de ce nœud s'était défait et j'avais eu un bon retour. Le deuxième retour très intéressant, c'est lorsque j'ai pratiqué ou j'ai pratiqué en chœur, on va dire, la C3I avec, là c'était une étudiante médecin qui avait un problème de douleur de l'épaule, hein, d'arthralgie très importante, et c'était une grande nageuse, et elle me disait, quand je nage, le problème c'est que j'ai tellement mal que je tourne en rond, c'est-à-dire que j'ai un bras qui tourne et l'autre non, et donc elle était vraiment très très bloquée, et donc là je lui ai proposé d'utiliser ma méthode Numen Process. Donc on reparlera peut-être un jour, mais dans cette méthode Numen Process, la première phase, c'est la cohérence cérébro-cardio-intestinale. Et donc, en fait, cette cohérence, je me suis mis en cohérence cérébro-cardio-intestinale et j'ai demandé à cette personne de le faire également. Et ensuite, avec juste un petit peu de toucher, et on va dire presque instantanément, avant même que je mette en place mon deuxième protocole, j'ai senti la réaction de cette personne qui était presque de chuter. Donc, on s'est arrêté là et je lui ai demandé de lever le bras et son bras a fait le tour. Donc, elle n'en croyait pas ses yeux. Moi non plus, ça a beau m'arriver, à chaque fois, c'est un étonnement, quoi. À chaque fois, c'est quelque chose, c'est un grand cadeau, quoi, hein. On ressent une grande gratitude parce qu'on se dit, mince, il n'y a pas, c'est bien plus
que moi, que mon petit mental qui fait les choses, en fait. Eh bien, cette cohérence cérébro-cardio-intestinale, on peut la voir comme un grand portail, à partir duquel beaucoup de choses sont possibles. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, deux témoignages qui m'ont particulièrement frappé. Mais bon, il y en aurait d'autres. Parfait, merci. Juste à ce moment-là, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous me permettez de vous poser une question supplémentaire que j'avais moi-même même pas prévu de vous poser? Eh bien, non. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, je me dis, pour des personnes qui connaissent pas au départ la méthode, on apprend énormément de choses. Et là, je me demande comment ça se pratique dans le sens où est-ce que c'est sur de la parole, est-ce que c'est sur du toucher, est-ce que c'est de l'hypnose, comment ça se matérialise, par exemple, quand vous accompagnez quelqu'un? Eh ben, en fait, c'est très bien comme question. Je trouve ça super d'ailleurs. Euh, en fait, la parole est secondaire. Le toucher est secondaire aussi. Euh, En fait, tout ça peut être utilisé. On va dire que ce sont des outils supplémentaires qui peuvent nous aider un petit peu. Par exemple, effectivement, on peut tapoter pour nous aider à se remettre dans l'axe. On peut tapoter. Mais dans la cohérence cérébro-cardio-intestinale, ce n'est vraiment pas la peine. Mais ça, on peut, si pour les gens qui ont ce besoin et qui pensent pouvoir être aidés par cela, on peut l'utiliser. La parole, c'est pareil. On peut avoir utilisé la parole, mais en fait, ce n'est pas du tout nécessaire. En fait, la plupart du temps, si ce n'est maintenant quasi tout le temps, je n'utilise aucune parole. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir, moi j'appelle ça un propos, c'est-à-dire savoir ce que vous allez apporter dans la cohérence cérébro-cardio-intestinale. Vous n'êtes pas obligé d'apporter quelque chose. Vous pouvez simplement pratiquer. En fait, la pratique, c'est quoi? C'est tout simplement utiliser un système physique, c'est-à-dire une technique physique, et y associer une présence attentive, c'est-à-dire une attention, on va dire, un peu curieuse, vous voyez, comme s'il allait se passer quelque chose, être à l'affût. Et utiliser cette capacité d'attention avec cette technique physique, déplacée dans son corps, vous allez avoir des informations, c'est-à-dire que votre question va se trouver déplacée vers ces centres, et ces centres vont avoir leurs propres réponses. D'accord? Et donc, vous allez avoir accès à des propres réponses. Soit parce que tout d'un coup vous allez entendre quelque chose, soit tout d'un coup vous allez dire ah oui c'est ça, ou alors simplement vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui est là et c'est peut-être dans les heures suivantes que vous allez, votre perception ou votre écoute va se figer sur quelque chose qui va vous donner la réponse. Vous voyez? Donc par contre vous pouvez utiliser cette pratique si vous avez un problème à régler, un problème que ce soit relationnel, un problème de santé, une question. Il faut sans utiliser les mots simplement utiliser, on va dire, être capable de voir ce problème en y dissociant complètement les notions de causalité. Parce que souvent, quand on dit oui, j'ai un problème relationnel, oui, c'est parce que c'est à cause de l'autre qui. Non, c'est simplement voir les choses en l'état telles qu'elles sont au moment donné. C'est-à-dire que j'ai un problème avec mon patron, par exemple, qui me change de poste. Voilà. Je n'aime pas ce poste. Je ne veux pas changer de poste, d'accord? Ça, c'est tel quel. Et ensuite, le deuxième niveau, c'est de se dire comment je le ressens. Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Au niveau émotif, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de la colère, de la tristesse ou de la culpabilité, quoi que ce soit? Et est-ce que je ressens quelque part dans mon corps? Ah oui, je le ressens plus ici, ou plus dans mon ventre, ou c'est marrant, c'est plus dans les tempes. Et tout ça, on le regroupe et ça nous crée de vrais propos. Ce vrai propos, vous pouvez en faire juste un symbole, c'est-à-dire qu'est-ce que je me représenterais par rapport à ce problème. On peut voir, je le ressens comme une boule rouge, ou alors c'est un mot ou une expression. Par exemple, c'est la rage, ou alors c'est un symbole. Vous allez voir un animal. Voilà. Tout ça, ça va être votre propos réduit, on va dire, un concentré de votre propos. Et ce concentré de votre propos, vous allez l'utiliser pendant que vous faites votre cohérence cérébro-cardio-intestinale. Et là, vous allez avoir des réponses, on va dire, optimales, qui ne sont pas toujours des réponses audibles, qui ne sont pas toujours mais à travers l'intuition, à travers l'inspiration et à travers, on va dire, l'instinct même, si c'est nécessaire. Voilà.
Voilà un petit peu. Voilà j'espère que j'ai répondu à peu près à votre question. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que vous avez vraiment éclairé en apportant des nouveaux éléments par rapport à ma question. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient aller plus loin avec vous, comment est-ce qu'elles peuvent faire? Alors, ça aussi, c'est une bonne question parce que vous savez, moi, je suis on appelle ça un clinicien. C'est-à-dire que je suis auprès des gens et depuis que je suis tout petit, je suis là j'ai toujours su que j'étais là pour soigner, pour donner des soins hein, et un petit peu plus. Mais par contre, je ne suis pas un organisateur. Je suis comme beaucoup de ces gens qui ont des idées, hein, qui créent des choses, mais qui ont besoin, on va dire, d'un soutien logistique derrière. Eh bien, pour aller plus loin, je conseille aux gens, à toutes et à tous qui sont intéressés, de joindre ce soutien logistique, hein, qui, je pense, apparaît en bas de la vidéo, hein, et de se mettre en contact avec mon soutien logistique, qui est un ami qui s'appelle Grégory Mangano, qui est un type extraordinaire et qui, lui, va vous ouvrir les portes, on va dire, sur toutes les formations possibles. Et il y a des formations gratuites, il y a des choses justement sur la cohérence cérébro-cardio-intestinale, mais il y en a d'autres sur le switching. Et puis, vous allez découvrir un peu ce qu'est Numen Process. Et je pense que quand vous aurez découvert ce que c'est, eh ben vous vous sentirez attiré. Hein. C'est pas la loi de l'attraction, c'est pas vous qui allez mais là vous serez porté. Enfin, je l'espère en tous les cas, je vous le souhaite. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire là-dessus hein, et comment s'orienter si vous voulez avoir des informations. Parfait, très bien. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et pour vous, en fait, vous proposez également un exercice bonus qui sera inclus dans le pack VIP de la semaine de la confiance en soi. Est-ce que là, tout de suite, vous pouvez nous en dire juste quelques mots? Oui, bien sûr. Bah, je vais essayer de concentrer, en fait, dans cette petite pratique hein, que je vais vous offrir. C'est une pratique de base, on va dire, hein, de la cohérence cérébro-cardio-intestinale. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de sans intérêt, mais au contraire, quand je dis de base, c'est-à-dire c'est de fondement. C'est-à-dire que si vous pratiquez cette cohérence, on va dire au quotidien, ne serait-ce que 1 ou 2 minutes, 3 ou 4 fois par jour, vous allez avoir des résultats absolument incroyables. Et même, vous allez voir des changements internes qui vont se faire. Donc, cette pratique que je vais vous offrir aujourd'hui, cette pratique de base, en fait, c'est tout d'abord comment utiliser cet axe cérébro-cardio-intestinal, comment l'utiliser sur le plan physique, comment utiliser notre conscience attentive de façon et comment utiliser un problème ou une question de façon à la présenter à cet axe de façon à obtenir des résultats et des réponses. Voilà un petit peu ce que je vais vous proposer là. Et cette pratique, je veux dire, moi je l'utilise encore hein, pour des choses même parfois triviales. Quoi, hein. Ça demande parfois juste quelques secondes. Parce qu'à force de le pratiquer, ça devient presque instinctif, ça devient presque quelque chose de naturel. Quoi, hein. Donc le but, c'est de pratiquer le plus possible en utilisant tous les propos possibles. Hein. Donc essayer des choses très très simples au départ, et puis pour que ça soit le plus évident. Quoi, hein. Et puis après, vous pouvez aboutir à des choses plus complexes, des problèmes plus émotionnels, des problèmes plus relationnels, des choses comme ça. Hein, sachant que ces problèmes-là, il faut parfois les couper en tranches, parce que dans un problème relationnel ou conflictuel ou quoi que ce soit, il y a souvent, on va dire, beaucoup d'aspects, et donc il faut parfois séparer un peu ces aspects, et chaque aspect est un propos hein, que vous pouvez traiter avec la cohérence cérébro-cardio-intestinale. Mais vous pouvez traiter des choses très très simples, comme par exemple, effectivement, dans tous ces aliments, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Voilà. Hein. Ça, c'est quelque chose de très simple, de très utile hein, et d'efficace. Quoi. Voilà. Voilà un petit peu ce que je vous propose d'obtenir hein, cette base, hein, cette pratique de base hein, qui va vous aider vraiment au quotidien. Parfait, merci beaucoup pour ce bel exercice sur les fondamentaux pour mieux comprendre la C3I et l'appliquer directement dans sa vie. Eh bien, merci Docteur Leroy, et tout de suite, on va parler un petit peu de vous. Donc, pour la semaine de la confiance en soi, parlons de votre confiance.
La première question qui me vient, c'est un peu le côté négatif, mais après, il y en aura une deuxième positive. Vous savez, des fois, on rencontre dans notre vie des événements ou des personnes qui vont venir nous marquer et affecter notre confiance, parfois par des phrases. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer ces types d'événements, de personnes, ou d'avoir une phrase comme ça qui a affecté votre confiance? Et comment est-ce que vous avez fait pour vous en détacher? Alors, là, vous avez mis le doigt exactement là où il fallait, parce que d'ailleurs, quand j'ai vu un peu le sujet de la confiance, j'étais quand même interloqué. C'est marrant parce que ça me parle quand même, hein. Parce que figurez-vous que moi, je suis vraiment le prototype même de la personne qui a eu des problèmes avec la confiance. Donc, imaginez que déjà enfant, des phrases, justement, oui, des phrases. Alors là, des phrases, j'en ai entendu, mais on va dire que moi, mon problème de confiance est arrivé très très jeune, très très jeune. Euh, Parce que la première chose qui m'est arrivée, c'est d'avoir une famille que j'aime, mais qui m'a inculqué des informations, qui m'a donné des informations qui m'ont formé, qui ont formé mon cerveau, qui ont formé un champ mental, on va dire, restreint, et qui a été très difficile, on va dire, d'ouvrir et de libérer. Eh bien, ces choses-là, c'est très simple. C'est une famille dans laquelle on vous dit il faut travailler, il faut que tu travailles, parce que bon, je suis issu d'une famille très humble. Et j'ai entendu toute ma jeunesse, enfant, il faut travailler pour réussir, il faut que tu réussisses. Donc, c'est cette obligation de réussir. Et derrière cette phrase qui vous tue, qui est le coup de couteau, mais involontaire et totalement inconscient, qui est « mais de toute façon, dans la famille, on n'a jamais eu de chance ». Vous imaginez un peu ce que ça peut représenter pour un gamin? C'est terrible, parce que c'est un envoûtement. Vous êtes envoûté, vous ne savez plus comment vous en sortir. Et puis à l'intérieur, comme j'étais enfant et que j'avais ces deux côtés un peu mystiques et un peu intéressés par les sciences et tout ça, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas, je suis pris dans un truc, c'est-à-dire d'un côté, j'avais cette intime conviction que j'avais des capacités, que j'avais un potentiel à développer, et de l'autre côté, j'avais cette information qui me disait, tu n'as pas le droit, tu dois tout faire pour les développer, et puis tu dois absolument entrer dans l'échec, parce que ça doit confirmer le fait que tu n'as, comme ta famille, tu n'as pas de chance, quoi. Donc, ça vous apporte à quoi? Ça vous amène vers quoi? Vers ce qu'on appelle le procrastinisme, c'est-à-dire que vous allez jusqu'au bout des choses et au dernier moment, pout, on prend la dérive de façon à ce que ça ne se fasse pas. Donc, j'ai toujours lutté contre ça, en fait. Qu'est-ce qui m'est arrivé et comment j'ai pu, on va dire, me sortir de ce problème-là? Et bien, j'en suis pas jamais sorti parce que le procrastinisme fait partie de ma vie, mais simplement maintenant j'en ai fait un outil, c'est différent. Donc il faut user ces choses-là, il faut les utiliser. Ce qui était pour moi une aide extraordinaire, une révélation, on va dire, eh bien, c'est quand je suis parti en Amazonie, vers la quarantaine, donc dans cette fameuse recherche. Et je me retrouvais donc au fin fond de l'Amazonie, donc en train de dormir sous un petit toit de palme où j'étais isolé pendant une semaine à jeûner avec tous les animaux, les araignées, les trucs, les machins, enfin bref. Mais j'étais très très bien, parce qu'on était préparé. Un soir, j'ai décidé de réutiliser une technique que j'avais apprise, qui est une technique de rêve éveillé. Et cette technique de rêve éveillé, c'est une technique d'un peuple qui s'appelait les Sénoï, et qui est un peuple qui vivait, je dis qu'ils vivaient malheureusement parce que je crois qu'ils ont été absorbés par la civilisation, mais qui à l'époque, dans les années 70, vivaient reclus en Thaïlande. Et c'est une population qui était extrêmement bienveillante, paisible, il n'y avait jamais de conflit, mais qui vivait sur un principe extraordinaire, c'était le rêve. On apprenait aux enfants à faire des rêves éveillés, c'est-à-dire lorsqu'ils avaient des rêves, on leur apprenait à s'éveiller dans leurs rêves. Et lorsqu'ils étaient en difficulté, c'était d'affronter les difficultés. S'ils étaient attaqués par un animal, d'aller attaquer cet animal. S'ils étaient attaqués par une personne, d'aller répondre à cette personne. Et s'ils devaient mourir dans ce rêve, c'était pas grave, puisque de toute façon, ils n'allaient pas mourir. Tout cela était métaphorique, mais c'était par contre, c'était une source d'information extraordinaire. Et donc, il leur expliquait que une fois qu'on a pris conscience de ça et qu'on avait maîtrisé, par exemple, cet animal ou maîtrisé cette personne, il fallait absolument lui demander un cadeau ou lui demander d'être un ami dans vos prochains rêves. C'est-à-dire qu'il vous assiste dans vos prochains rêves.
Et cette idée du cadeau est extraordinaire parce que des enfants pouvaient le matin ou des adultes se réunir, et il y avait les anciens qui étaient là, et tous les jours on écoutait les rêves qui auraient pu être intéressants, de façon à trouver une information qui était valable pour la personne, mais une information valable pour la personne était également valable pour le groupe, ce qui fait que les anciens pouvaient décider comme ça, à partir d'un rêve d'un enfant, de dire « Ah oui, donc on va plus cultiver sur ce coteau-là, mais on va cultiver sur ce coteau-là. » Il y a des choses très pratiques, également pour l'éducation de l'enfant. Donc, ce cadeau était toujours quelque chose. Eh bien, en Amazonie, j'y tiens, je vais faire cette technique, puisque je suis tout seul, là, en pleine forêt. Donc, je me suis allongé tranquillement et puis, donc, je me suis mentalisé comme il faut le faire, hein, de façon à pouvoir se réveiller dans le rêve. Et puis, j'ai commencé à rêver. Et figurez-vous qu'en fait, j'ai été pris de surprise, puisque en fait, on est allé directement, je veux dire, au grain, en espagnol on dit ir al grano, parce que je pense en espagnol aussi, c'est-à-dire directement là où ça doit toucher, quoi. Eh bien, j'ai fait un rêve particulier, j'étais en Amazonie, dans un village, le village qui est à côté, où il y a un grand marché, où on vend beaucoup de poissons séchés, des poissons de rivière séchés. Et donc, il y a plein d'allées avec du poisson séché. Et je me promenais comme ça dans ce marché, et tout d'un coup, il y a une jeune femme qui arrive vers moi avec une espèce de vêtements en lin d'une seule pièce, une femme très jolie, de préférence, tant qu'à faire, autant avoir des gens jolis dans nos rêves, une femme très jolie, et je la regarde et je la trouve vraiment très très belle. Et elle me regarde, et tout d'un coup, elle sort on va dire, des espèces d'aiguilles, et elle les prend comme ça, et elle commence à me courir après. Alors évidemment, dans le rêve, qu'est-ce que vous faites? Vous courez, quoi, vous fuyez. Et je commence à courir un petit peu dans toutes les allées, sauf qu'à un moment donné, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Au moment de me dire, qu'est-ce que je peux faire, je vois ma main, il y a un contact, en fait, qui était un code, en fait, et tout d'un coup, je me dis, mince, je suis en train de rêver. Et donc, je m'arrête de courir, je suis en train de rêver. Et j'étais là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, il faut faire face. Et à ce moment-là, je me retourne et je la vois qui arrive vers moi. Et là, je cours vers elle. Je cours vers elle et je la plaque au sol et je prends les aiguilles comme ça. Et au moment où je prends les aiguilles, je me dis, ça y est, je l'ai dominé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, je dis, je suis dans un rêve et il ne faut surtout pas que je me réveille. Il faut que je termine ce rêve éveillé. Et je regarde cette jeune fille qui était au sol et je lui dis, tu dois me donner un cadeau. Et à ce même moment, si vous voyez, je la revois debout devant moi et moi devant elle. Et là, elle me tend une boîte. Alors, je ne sais pas si vous avez connu ça quand j'étais gamin. Moi, j'ai connu ça gamin. C'est ces fameuses boîtes que ma grand-mère avait, ces boîtes en fer qui représentaient des bigoudins en train de danser, un petit village, tout ça. Et vous ouvriez la boîte en fer et là, il y avait des petits gâteaux qui vous attendaient. Donc, elle vous donnait voilà, un petit gâteau pour 4 heures. Et je ne sais pas si vous vous rappelez s'il a existé ces petits gâteaux qui étaient ronds et sur lesquels il y avait des petites phrases. Alors, c'était bonne nuit, ou soyez sage, ou vive la vie, ou des choses comme ça. C'est toujours des petites choses positives. Et là, elle ouvre la boîte et me dit, prends-en un. Et donc, je prends ce gâteau. Elle me dit, tu dois le manger, mais lis avant. Donc, je prends le gâteau et je regarde ce qui est écrit sur le gâteau. Et là, je vous le donne en mille, c'est écrit « Aie confiance ». Alors ça, c'était quelque chose pour moi qui était fondamental. Donc, j'ai mangé ce gâteau et au moment où j'ai mangé ce gâteau, je me suis réveillé en pleine Amazonie. Ça, c'était un déclic qui était fondamental parce que ce « aie confiance », en fait, c'était pas simplement une phrase, c'est-à-dire que je recevais en même temps toute une information. David Bohm appelle ça l'univers implié, c'est-à-dire toute une information qui est compressée et pendant les heures qui ont suivi, cette information s'est dépliée à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'ai compris ce que ça veut dire « aie confiance ». Et c'est-à-dire, aie confiance, ça ne veut pas dire aie confiance en toi. Et ça, au départ, je me dis non, parce que tu ne peux pas avoir confiance en toi. Ne serait-ce qu'il y a une toute petite partie de toi qui n'est pas toi, qui sont des automatismes. Tu n'as pas à avoir confiance en elle. Tu n'as pas besoin d'avoir ce besoin d'avoir confiance. Comme tu n'as pas ce besoin d'avoir ce besoin de ne pas avoir confiance en quelqu'un ou en toi. En fait, la confiance est un phénomène d'auto-envoûtement, un phénomène, je veux dire, qui nous restreint et qui peut nous servir également, et souvent qui nous sert. C'est-à-dire que le manque de confiance, en fait, quelque part, nous sert à ne pas agir, nous sert à ne pas faire, nous sert à dire, voilà, je ne peux pas parce que. Voilà. Et donc, cette confiance, ce aie confiance, c'était un aie confiance, mais c'était pas un aie confiance en. N'aie pas confiance en toi. Aie confiance en lui, aie confiance en eux, aie confiance en Dieu, aie confiance en la vie. Non, c'est aie
confiance, c'est-à-dire sois confiant. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement changé, on va dire, mon type, ma façon de voir, de voir les autres. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, c'est quand vous dites à quelqu'un, moi par exemple, je dirais, j'aurais horreur de dire à mes enfants, j'ai confiance en toi. Parce que quand vous dites à quelqu'un, j'ai confiance en vous, ça veut dire quelque part, vous l'obligez à un résultat, vous lui donnez une obligation de résultat. D'accord? Vous créez un pouvoir sur cette personne. Si vous dites, on se voit demain, j'ai confiance en toi, et que cette personne a un accident, elle ne sera pas là. Ce n'est pas une question de confiance. Néanmoins, ça va laisser des traces. Ça va laisser des traces de pseudo-culpabilité, de « Ah, je lui avais dit que je serais là, même si ce n'est pas de ma faute. » Vous voyez, ce besoin de dire « J'ai confiance en toi », d'ailleurs, je le vois bien en cabinet, hein, souvent, enfin pas souvent, heureusement, mais de temps en temps, je vois des patients qui arrivent et pour la première fois et qui viennent et qui me disent Bon, docteur, j'ai confiance en vous. Ils me le répètent 3-4 fois en 20 minutes. Et donc, je sais la traduction. Ça veut dire, docteur, je n'ai pas confiance en vous. Donc, faites attention, je n'ai pas confiance en vous. J'aimerais, mais je n'ai pas confiance en vous. C'est tous ces gens qui me disent, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en vous. Là, mettez-y un bémol. En fait, il n'y a pas de confiance. Moi, j'ai pas de confiance à donner. Je n'ai pas confiance en vous, dit Aline. J'ai pas besoin d'avoir confiance. Parce que si j'avais besoin d'avoir confiance, il faut que je réfléchisse, que je vous connaisse avant. Est-ce que je fais cette interview? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je vais pas me planter? Bien sûr, je peux me planter. Est-ce que j'ai vraiment confiance en moi? Je sais de quoi je parle, mais je n'ai pas confiance en moi. Peut-être que quelque chose va m'échapper, qui est dû à mes automatismes, qui fait que, je vais peut-être dire une bêtise, mais par contre, je sais qu'à chaque instant, je suis conscient de ce que je dis, de ce que je fais, donc je peux la récupérer. Donc, vous voyez, cette confiance, eh bien, ce mot « est confiance » que j'ai lu sur un petit gâteau que j'ai avalé, c'était toute une information. C'est « est confiance ». Pas besoin d'avoir confiance en toi. D'abord, plus tu cherches la confiance en toi et plus cette confiance va te demander de la chercher. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous voulez, on va dire, acquérir quelque chose, et plus on va vous pousser pour essayer d'acquérir. C'est une dynamique qui est un cercle vicieux. Et vraiment, cette histoire de confiance, c'est quelque chose, on va dire, qui fait partie de l'auto-envoûtement. Donc, il faut se libérer de ce problème de confiance. Évidemment, il y a des gens qui disent « Je n'ai pas confiance de parler en public ». Mais de quoi s'agit-il exactement ? De quoi s'agit-il quand on parle de confiance? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez traiter par la cohérence cérébro-cardio-intestinale. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis « je n'ai pas confiance en moi » ? À quel niveau ça agit? Est-ce que je n'ai pas confiance en moi parce que je n'ai pas les compétences nécessaires ou parce que j'ai peur ou parce que j'ai pas de sécurité intérieure? Il y a une psychologue qui s'appelle je ne sais plus si c'est Isabelle, son prénom, ou Filiosa, qui a mis on va dire, des facteurs. Hein. Mais si on regarde tous ces facteurs, en fait, il n'y a aucun facteur qui soit susceptible de dire je n'ai pas confiance ou j'ai confiance. Parce que si vous respectez tous ces facteurs, vous n'aurez pas plus confiance pour cela. Parce que dans tous ces facteurs, finalement, ce sont des choses qui sont vrillées. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences, par exemple, pour avoir confiance en vous. Parce que les compétences, en fait, vous en avez déjà. Ce qui est important, c'est de développer vos propres compétences, c'est-à-dire vers vos propres compétences, et non pas d'acquérir des compétences un peu comme un savoir, comme ça, qui va nous permettre d'avoir bonne figure, un petit peu comme ces singes savants qu'on voit à la télé. Vous leur posez des questions dans les jeux, et ils vous répondent en quelques secondes, en quelle année, ceci, cela. En fait, tout le monde applaudit, mais moi, ça me fait frémir parce que c'est faire le singe savant, c'est pas de l'humanité, ça. C'est une façon d'acquérir des compétences qui ne servent absolument à rien. Et nos compétences, on les a. Donc, la propre confiance, c'est simplement d'observer et de voir qu'on a des compétences. Chacun a des compétences. On a tous un potentiel à développer. Simplement, il faut simplement se tourner vers ce potentiel et voir lequel c'est pour pouvoir le faire évoluer. Voilà. La cohérence cérébro-cardio-intestinale est par exemple un moyen pour le faire évoluer. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Tout à fait, tout à fait. Je pense que votre histoire a pu inspirer un certain nombre de nos auditeurs. Et pour terminer, j'aimerais vous demander quelle est la phrase qui, bon, je reprends malgré tout le fait de vous donner confiance, qui vous donne confiance, et que vous aimeriez partager avec nos auditeurs. En une phrase, si vous avez une phrase comme ça qui vous... Voilà.
Là, vous êtes dur, parce qu'en une phrase, j'en vois tellement des phrases. Alors, on va supprimer le aie confiance, parce que ça, c'est une phrase personnelle que j'utilise. Je revois ce petit biscuit, ça suffit pour que… Voilà. Euh, mais en fait, il y en a une phrase. Je suis embêté parce qu'il y a deux phrases qui sont complémentaires. Allez, on va prendre les deux. Comment? On va prendre les deux. Bon, d'accord, c'est gentil. La première, c'est une expérience d'un monsieur qui s'appelait Edison, qui a co-inventé l'ampoule. Il n'y a pas que lui qui l'a inventé, mais qui a co-inventé l'ampoule électrique. Et en fait, il disait une chose, et lorsqu'on a dit que pourquoi il n'arrivait pas, il a dit en fait, je n'ai pas eu d'échec, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. D'accord? Donc, pour tous ces gens, et moi-même, lorsque je suis dans un état, en fait, ce problème de confiance, parce qu'on a peur de cet échec derrière, bon, il n'y a pas d'échec. À chaque fois, il y a un feedback, il y a une information de retour. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. D'accord? Et la deuxième phrase, on va dire, et celle-là, c'est la plus prenante, c'est celle qui me pousse le plus. Elle vient d'un texte très très ancien, de textes peut-être les plus anciens, sur le plan de la spiritualité, sur le plan de la connaissance de la métaphysique, puisque ça vient des Védas, qui sont des textes très anciens de l'Inde. Et c'est une petite phrase qui est extraordinaire. Elle dit tout simplement ça. Elle dit l'élan vient d'en bas et le don vient d'en haut. Ce qui veut dire tout simplement que nous avons besoin de très peu de choses. D'accord? C'est-à-dire que cet élan, il est minime en fait. Et à chaque fois que je l'ai expérimenté, donner ce petit élan, le don est largement supérieur à l'intensité de l'élan. C'est-à-dire que vous donnez ça d'élan et vous recevez ça. Donc, ces petits élans. Les Japonais appellent ça le kaizen aussi, se faire ces tout petits pas, ces toutes petites choses qui sont en fait de grandes réussites, plutôt d'essayer quelque chose d'énorme qui va être un échec, et là, ça sera un grand échec, parce que vous allez le recevoir comme un grand échec. Donc, ce sont ces petits élans. Donc, ce sont ces toutes petites choses que l'on va surpasser et qui nous permettent d'objectiver des réponses extraordinaires. Il suffit vous avez peur de rencontrer quelqu'un, de lui donner une information, et puis dites, allez, vous faites la cohérence cérébro-cardio-intestinale, vous vous sentez très très bien, et vous dites, il n'y a aucune raison, je vais lui expliquer simplement, et vous l'expliquez, tout d'un coup, la personne est totalement en écoute, quoi. Elle n'est plus du tout en conflit, ou elle ne va pas vous embêter, elle ne va pas vous manger, elle ne va pas vous agresser, et vous dites, ah mince, moi qui m'attendais à quelque chose de beaucoup plus agressif. Vous voyez ça, ce petit élan, il a des effets énormes. Donc, l'élan vient du bas, le don vient d'en haut. Mais entre le bas et le haut, je veux dire, c'est ni plus ni moins que vous. Vous êtes aussi en haut comme vous êtes en bas. Voilà, si j'ose dire. Rappelez-vous d'ailleurs une chose, dans la cohérence cérébro-cardio-intestinale, il est aussi important d'être dans ces tripes que d'être dans l'esprit. Et d'ailleurs, si vous regardez les deux mots, vous prenez le mot trip, vous changez les lettres et vous aurez le mot esprit. Ça, c'est un petit aparté qui est très rigolo, mais bon, qui nous fait penser un petit peu. Voilà un petit peu, donc, ces deux phrases qui, pour moi, nous aident vraiment dans la gestion de ces problèmes de confiance qui ne faut pas avoir lieu, d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup, Docteur Leroy. Merci pour tous vos conseils, pour votre phrase qui va permettre aux auditeurs de se booster également. Vous pouvez, si vous souhaitez aller plus loin, cliquer en bas, il y aura des informations. Et de même, dans le pack VIP, vous allez retrouver un exercice très concret, très pratique pour vous aider à expérimenter la C3I. Voilà. Encore merci, docteur. Et c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et puis de m'avoir permis de diffuser cette information et que je rappelle que chacun peut la transmettre à d'autres. C'est tellement facile qu'une fois que vous l'avez, il ne faut pas hésiter à la faire pratiquer dans votre famille, à vos amis. C'est quelque chose qui doit, on va dire, comme disent les gens sur Internet, qui doit suivre un processus viral. Voilà. Donc ça, c'est important. Et donc, je suis ravi, je vous remercie pour cela de m'avoir invité à ce sommet. C'est avec un grand plaisir. Et quant à nous, moi, je vais vous laisser, mais je vais pas vous laisser sans rien. Je vais vous laisser en vous partageant ma phrase fétiche que maintenant, je suis sûre, vous connaissez par cœur. Ce que je dis toujours, c'est que tout est possible pour ceux qui osent. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous souhaite d'oser et on se retrouve très vite pour une nouvelle interview avec un nouvel expert pour vous aider à aller vers toujours plus de mieux-être et plus de confiance. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.